they going to be able to get somebody up here? Of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please. I'm going to die, aren't I? No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. And we're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm Now, going to die. No, it's so hot. I'm burning up. Hello! Help! hello, ma'am. Help! Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Birthplace of bin Laden's terrorist organization, Al-Qaeda, the most feared terrorist of our time. Those responsible. Wanted man in the world. The terrorist with surprising name. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Si vous allez sur le site du FBI, vous y trouvez Ben Laden. Et si vous regardez la page sur Ben Laden, dans la liste des terroristes du FBI, vous voyez qu'il était inculpé pour les attaques de 1998, mais pas pour le 11 septembre. Des journalistes ont demandé au FBI pourquoi Ben Laden n'était pas relié au 11 septembre. Et ils ont répondu « parce que nous n'avons pas de preuves ». And that's just the beginning. Le 11 septembre 2001, je travaillais chez Eurobrokers. Nos bureaux étaient au 84e étage de la tour sud, la deuxième à être frappée par un avion. Je travaillais sur mon ordinateur et à 8h46, il y a eu un gros boom. À 8h46 et 40 secondes, le vol 11 d'American Airlines frappe la tour nord du World Trade Center, créant des dégâts considérables entre les 93e et 99e étages. Puis il y a eu l'annonce de l'autorité portuaire. Votre attention, le bâtiment 2, le nôtre, est hors de danger. Inutile d'évacuer le bâtiment 2. Quelques minutes plus tard, je parlais avec Bobby Cole. Et Bobby m'a dit qu'il avait descendu 8 ou 10 étages, qu'il avait entendu l'annonce et qu'il était remonté. Alors qu'il me racontait ça, boum, boum, une double explosion. Et notre bâtiment a été secoué. À 9h03, le vol 175 de United Airlines percute la tour sud.
Tout a explosé autour de nous, qui étions au 84e étage. J'ignorais que le deuxième avion s'était encastré au 78e. Nous étions donc 6 étages au-dessus du crash. J'ai entendu des coups dans le mur et un faible cri de secours qui émanait du 81e étage. Je l'ai attrapé et tiré vers moi. Après, il m'a appelé Superman. Je suis tombé en arrière, sur le dos, et cet inconnu est tombé sur moi et il m'a embrassé. Après ça, on s'est relevé et j'ai dit « Allez, on rentre ». Au premier impact, les deux tours se balancent. Mais tout de suite, elles reprennent leur position structurelle. Pourquoi? Parce qu'elles ont été conçues pour résister à de tels chocs. Les tours étaient solidement construites. C'est comme un arbre qui est fait de fibres interconnectées. Vous voyez, quand l'arbre se balance, les fibres gèrent le mouvement. Et pourtant, 56 minutes après l'impact du vol 175, la tour sud s'écroule soudain sur elle-même. On s'est retourné et on a regardé la tour qu'on venait de quitter. Boum, 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 boum. Et on l'a vu commencer à bouger. On était stupéfaits. En 8 ou 10 secondes, toute la tour est tombée tout droit, complètement pulvérisée. Alors qu'on essayait d'entrer, des gens sautaient. L'un d'eux est tombé sur un pompier. À 10h28, la tour nord s'effondre elle aussi. J'ai jeté mon masque à oxygène pour être plus léger. J'ai commencé à courir car j'avais vu que la tour s'effondrait. Puis toute cette poussière m'a enveloppé. Quand je suis rentré chez moi, tous les miens étaient là. J'avais beaucoup de chance d'être à la maison avec ma famille. Beaucoup de mes amis n'ont pas pu rentrer. La version officielle de la chute des tours jumelles provient du NIST, l'Institut national des normes et de la technologie, qui entre 2002 et 2006 a étudié la destruction du World Trade Center, arrivant à la conclusion que l'effondrement a été causé par l'effet combiné de l'impact des avions et des incendies ainsi provoqués. Mais nous savons, selon les constructeurs, que ces tours pouvaient probablement résister à l'impact de plus d'un avion. Alors, on se demande si ces constructeurs pensaient à des avions capables d'arriver jusqu'aux tours sans carburant. Ils pensaient peut-être que le vent les pousserait jusque-là.
Que ce soit avant ou après le 11 septembre, jamais le feu n'a fait s'effondrer une tour d'acier. En 2005, à Madrid, il y a eu un énorme incendie. Un gratte-ciel a été ravagé par les flammes. C'était une torche enflammée qui a brûlé pendant 20 heures. 20 heures consécutives. Mais au final, la structure porteuse est restée intacte. Le gratte-ciel ne s'est pas effondré. Comme vous pouvez le voir, tout l'édifice est en flammes. Cette tour n'est pas encore terminée, elle est encore en construction. Et pourtant, elle reste debout. Une chose que vous devez noter, c'est la couleur blanche des flammes. Ça indique qu'il y a beaucoup d'oxygène qui brûle. Par contre, les flammes émanant des tours à New York sont d'un rouge sombre. Et la fumée est noire. Les feux qui brûlaient dans les tours avaient une fumée gris foncé, très lourde, presque noire. Cela indique un feu qui manque d'oxygène. Et bien pourtant, 55 minutes plus tard, toute la tour s'effondre. Selon la version officielle, à un moment donné, les poutres d'acier de la structure ont cédé. Elles avaient perdu la capacité à résister qu'elles avaient au début. Et tout cela à cause de la chaleur, une immense chaleur. Et puis, quelque chose d'étrange. Parce qu'à un moment, on a su que quelqu'un a réussi à descendre du haut de cette tour, tout en traversant la zone des feux les plus violents. Et il est arrivé tout en bas. Comment a-t-il réussi ? Je ne sais pas. Quand j'ai regardé en bas, je n'ai pas vu de flammes et j'ai senti qu'il fallait descendre jusqu'à ce que les flammes nous arrêtent. Et quand on est arrivé au 78e étage, le mur était fissuré et il y avait des flammes qui léchaient ce côté du mur comme ça. Pas de brasier violent. Le feu devait manquer d'oxygène juste là, à l'intérieur. On est arrivé au 74e étage, et là, tout était normal. De l'éclairage, de l'air frais qui venait d'en bas. La température dans la tour n'était donc pas si élevée, comme le confirme la présence de cette femme dans la zone même de l'impact. Pour vérifier l'effet dynamique de l'effondrement des tours et celui de la chaleur sur l'acier, l'Institut national des standards et de la technologie a commandé plusieurs tests dont certains ont été menés par la société Underwriter Labs. Kevin Ryan est l'ex-employé d'Underwriters Laboratories, qui avait publiquement contesté le rapport du NIST. Une semaine plus tard, il a été licencié. Nous avons bien testé les planchers à l'aide de modèles en août 2004. Et ces tests ont réfuté la théorie principale de l'effondrement, dite de la pile d'assiettes. Les planchers devaient tomber les uns sur les autres, comme une pile d'assiettes, et les colonnes se désintégraient. Les modèles de plancher ne se sont pas effondrés durant le test, dans des fournaises et avec des températures bien plus élevées, et des durées plus longues. Pas d'effondrement. Des mois plus tard, le gouvernement a publié une mise à jour, indiquant non seulement que les planchers ne se sont pas effondrés, mais que les examens des prélèvements dans les zones incendiées avaient prouvé que les températures étaient très basses.
Les températures n'étaient même pas assez élevées pour ramollir l'acier. Et maintenant, il publie un résumé qui dit que ça s'est passé ainsi, que les planchers s'étaient effondrés et que l'acier s'était ramolli. Ils ont minimisé ou ignoré les résultats et ils ont tout saisi dans un ordinateur. Grâce aux ordinateurs, le NIST a pu contourner le problème. La théorie de la pile d'assiettes est devenue celle du fléchissement concave. Selon l'Institut, la chaleur a affaibli les planchers qui ont fléchi. Puis les murs extérieurs des tours se seraient incurvés au point qu'ils ne puissent plus soutenir le poids au-dessus, provoquant l'effondrement des structures. Leur théorie finale est basée presque entièrement sur des images de synthèse, et l'ordinateur lui-même est inaccessible. Ils ne nous ont pas permis de l'examiner. Après une investigation de plus de 18 mois, j'ai trouvé qu'ils ont contredit les résultats de leurs tests. Et ils ont aussi manipulé les paramètres des tests. Et ils ont doublé une chose, divisé par deux une autre. Par exemple, ils estiment le carburant des avions à 13 tonnes. La FAA dit qu'en moyenne, c'est plutôt 6,5 tonnes. Ils l'ont doublé. Pour leur simulation, ils ont doublé la durée d'exposition des poutres au feu. 90 minutes au lieu de la vraie durée connue, 45 ou 50 minutes. J'ai été particulièrement frappé par la vitesse incroyable à laquelle les tours se sont effondrées. Une vitesse qui n'avait rien de naturel. Si on laissait tomber un poids depuis 400 mètres de haut, la hauteur des tours, le temps pour arriver au sol, et on va même éliminer la résistance de l'air, qui évidemment ralentit la chute, eh bien, pour que ce poids arrive au sol, il lui faudrait environ 9 secondes. Ça a pris 8 ou 10 secondes pour toute la tour. Elle a chuté tout droit. Le point d'impact se situait grosso modo aux 2/3 de la tour. En supposant que la partie supérieure soit tombée car la structure a cédé, et que l'impact de celle-ci soit si énorme qu'il puisse endommager la structure restante, qui était encore intacte et capable de résister, ce qui veut dire qu'elle aurait ralenti la vitesse de la chute, il est évident que cette tour n'aurait pas dû s'effondrer si vite. Elle s'est effondrée comme s'il n'y avait rien en dessous. Or, il y avait cette structure massive qui aurait dû beaucoup la ralentir. Ici, près des deux tours, il y en a une autre assez grande. Celle-là a été touchée par des débris de la tour qui s'est effondrée. Ce building était une énorme tour de 47 étages et n'a jamais été frappée par un avion. Mais elle s'est écroulée le même jour, 7 heures après la chute de la deuxième tour, 7 heures plus tard. Nous avons calculé la vitesse de la chute, c'est quasiment la vitesse de la chute libre. La chute de la tour nord inflige de gros dégâts et de nombreux incendies dans le bâtiment 7. Pourtant, même la version officielle les juge insuffisants pour expliquer la chute. Mais alors pourquoi cet effondrement total à la vitesse de la chute libre? Quand j'ai vu la troisième tour s'effondrer, là j'ai réalisé qu'il fallait étudier ça. On ne pouvait pas l'ignorer. Mais ce n'est pas tout. Le bâtiment 7 et les tours jumelles ont en commun quelque chose de déconcertant. Quelque chose qui ne peut pas être le résultat d'un effondrement spontané.
Nous avons donc étudié avec soin ce métal fondu trouvé dans les débris des 3 tours. Et il y avait ces flaques de métal sous les décombres des tours jumelles et du bâtiment 7. Une expertise métallographique a été faite par un institut spécialisé qui a examiné la structure d'une poutre récupérée à Ground Zero. À la sortie des décombres, la partie la plus enfouie de ces poutres semblait, disons, fondue. C'est un phénomène qui est vraiment difficile à expliquer car les températures, selon les meilleures estimations, étaient de l'ordre de 800 degrés. Or, pour faire fondre une poutre d'acier, il faut environ 1600 degrés Celsius. 1600 degrés? Mais comment? En examinant au niveau microscopique la structure matérielle de l'acier, on note la présence d'un élément qui, normalement, ne devrait pas s'y trouver. Et surtout, pas en si grande quantité. Il s'agit de soufre. Nous avons trouvé l'origine de la fonte de ce métal. Cela vient d'une substance appelée thermite, qui est composée de poudre d'aluminium, d'oxyde ferreux et de soufre. La température est tellement élevée que l'acier fond. Il fond parce que, en à peine quelques secondes, on atteint les 2000 degrés. Seule la thermite aurait pu faire fondre les poutres d'acier. La présence de thermite dans ces édifices pour les démolir laisse entendre que quelqu'un a dû placer cette thermite près des colonnes d'acier afin de les sectionner. J'ai interrogé un expert en démolition qui m'a expliqué son travail. Ils placent les charges qui sont parfois radio-télécommandées pour déclencher les explosions. Il faut le faire de façon séquentielle pour faire tomber le bâtiment rapidement et verticalement. C'est ça une démolition contrôlée. En tant que scientifique, on étudie les diverses hypothèses, les différentes explications, et on regarde toutes les données afin de trouver la plus adaptée. Vous devez examiner l'ensemble de l'image. Oui, vous pouvez isoler un fait comme l'expulsion de matière et dire « Oh, c'était peut-être l'air sous pression qui a soufflé la vitre ». Mais ça n'explique pas le métal fondu, le soufre, les flaques sous les débris. Quand la tour sud s'est écroulée, elle a soufflé mon appartement qui se trouvait juste en face le World Trade Center. J'ai conservé la poussière qui était rentrée et je l'ai donnée à Stephen Jones. La poussière fournie par Madame McKinley est comme une photo instantanée des restes produits par les tours lors de l'écroulement. Parfait. En l'examinant, on y découvre des gouttelettes de métal. Et quand j'ai vu ça... Wow, attends, ça c'est le produit de la thermite. J'ai mené de nombreuses expériences avec de la thermite. Et on a toujours des projections de métal liquéfié dans tous les sens. C'est ce qu'on voit dans la poussière. Les gouttelettes de métal, on voit aussi du barium. C'est très intéressant parce que le nitrate de barium et le soufre entrent dans la composition d'une substance militaire brevetée, le thermate. C'est de la thermite additionnée de soufre et de nitrate de barium pour qu'il coupe encore plus vite l'acier. Le barium est un métal très toxique. Il est donc très curieux d'en trouver ici et dans les concentrations que nous avons constatées.
Et sa présence dans la poussière indique très clairement, à mon sens, que la formule militaire de la termite a été utilisée. Il s'avère que des douzaines de pompiers et de secouristes avaient témoigné avoir entendu 1, 2, 3, 7, 8, voire 10 explosions se déclencher dans le bâtiment. Certains ont dit avoir été fortement secoués et projetés dans les escaliers par les explosions. D'autres témoins ont dit avoir vu des flashs. Et beaucoup ont dit, c'était comme à la télé quand ils détruisent les bâtiments avec des explosifs. On voyait des flashs, on entendait les bruits. C'était pareil. J'ai travaillé 20 ans au World Trade Center comme gardien. Je faisais le ménage. Il y avait 6 niveaux de sous-sol. Les prestataires de services se trouvaient au premier sous-sol, le B1. Je me trouvais là à 8h46 quand on a entendu un boum. Une explosion si forte qu'elle nous a jetés en l'air. Au moment où j'allais parler, 6 secondes après, encore un boum. L'impact tout en haut de la tour. Donc 2 événements différents. À ce moment-là, j'ai dit « Oh mon Dieu !» Et un homme est arrivé en courant. Et ce gars, les mains tendues, les 2 bras comme ça, sa peau pendait, complètement arrachée des 2 bras. Et ça pendait jusqu'au bout des doigts, comme des vêtements. Et j'ai cru que c'était des vêtements. Et quand j'ai voulu lui parler, j'ai réalisé qu'il lui manquait des morceaux du visage. Il avait en ce jour particulier le seul passe-partout. Il est parti avec le pass ouvrir les portes pour que les pompiers puissent entrer. Lui-même a sorti 15 ou 20 personnes. Donc j'ai ouvert les portes des cages d'escalier pour que les gens puissent se sauver. Willie est devenu un héros reçu à la Maison Blanche. Nous avons une photo de George Bush qui reconnaît l'héroïsme de Willie. On a entendu plusieurs explosions. J'ai demandé aux pompiers, c'est quoi ces explosions? Et ils ont dit, peut-être le gaz dans les cuisines. Les cuisines étaient électriques, donc ça n'avait aucun sens. Une explosion énorme. J'ai entendu une énorme explosion, la plus grande de ma vie. Énorme. J'entendais de puissantes explosions au rez-de-chaussée. C'était très mystérieux. Des explosions qui semblaient être au rez-de-chaussée plutôt qu'en haut. Ça ne fait aucun doute pour moi que ces bâtiments, selon les lois de la physique, n'auraient pas pu s'écrouler sans l'aide d'une bombe. No! When I hear another explosion. No! I think it's a bomb. Willie a viré de 180 degrés dans cette affaire, bien que le président Bush l'ait traité en héros. Or, Willie l'attaque en justice. Bush, Cheney et d'autres sont accusés de meurtre. Il ne le fait pas pour l'argent, parce que cela lui a déjà tout coûté. Willie a déjà perdu sa maison, son travail. Son objectif est de découvrir la vérité. Selon la version officielle, à 9h37, le vol 77 d'American Airlines s'est écrasé sur le Pentagone. Ces images rares montrent le site juste après l'impact et avant l'effondrement de la structure, 1 heure plus tard. Comme on le voit, c'est assez insolite. On s'attendrait à voir quelque chose de ce genre.
On verrait des morceaux d'avion, des valises, des débris partout, comme dans d'autres désastres aériens. Ici, rien. J'ai été sur place lors d'enquêtes sur des accidents dans l'US Air Force. Et je n'ai jamais vu un site d'accident sans élément apparent de l'avion qui s'est écrasé. Ici, on a un site de crash d'avion avec zéro preuve. Où est donc passé l'avion? Désintégré en heurtant la façade? Si cela était, le site du désastre serait couvert de milliers de morceaux. Bon, les réacteurs, les trains d'atterrissage, les freins, les pneus, c'est très difficile de les détruire, car ils sont faits d'acier trempé. Et je ne crois pas que l'avion puisse atteindre une vitesse suffisante pour les pulvériser. Ça, je ne l'ai encore jamais vu. You look around, there's a 16-foot hole for an airplane that's 100 and some feet wide. Selon la version officielle, ce Boeing 757 d'American Airlines a disparu dans ce trou de 5 mètres. J'insiste, de 5 mètres de diamètre. Faisons quelques calculs. Un Boeing 757, avec ses ailes, bien sûr, fait 38 mètres de large. 38 mètres. Et quand on regarde la hauteur avec la queue, il fait 13 mètres et demi de haut. Faire passer cet énorme avion dans un trou de 5 mètres me semble un peu difficile. En plus, sur cette photo, on voit 2 rangées de fenêtres. Elles auraient dû être détruites par les ailes. Elles sont intactes, même pas cassées. Longtemps, les militaires ont ignoré les questions posées par de nombreuses personnes qui contestaient la version officielle. Quand le journaliste français Thierry Messant a publié l'effroyable imposture, ont vu le jour des explications des plus surréalistes, comme celle qui voulait que l'avion se soit vaporisé à cause de la vitesse et du choc du crash. On invoquait alors la théorie de la vaporisation de l'avion. La chose très étrange est la disparition de divers éléments de ce Boeing. D'abord, les 2 réacteurs et les ailes. Où sont-ils? Vaporisés? Cependant, on nous dit que la carlingue est restée intacte, qu'elle a traversé le mur extérieur du Pentagone et qu'elle est sortie de l'autre côté tout en détruisant des colonnes. Les réacteurs sont la partie la plus résistante de l'avion, car ils sont faits d'un alliage de titane et d'acier qui est très résistant. Il est si résistant qu'il ne s'évapore même pas à 3000 degrés. Eh bien, nous devrions voir, au moins dans ce mur, 2 trous laissés par les réacteurs. Non. Les 2 trous que nous devrions y voir n'y sont pas. Il n'y a aucune trace de l'impact des ailes sur le Pentagone, comme sur la tour nord, où l'on voit le contour de l'avion incliné à 25 degrés. On voit bien le contour de la carlingue et des réacteurs. C'est une inclinaison de 25 degrés, avec l'utilisation des dièdres. On discerne clairement le contour de cet avion-là, mais on ne voit rien de tel au Pentagone. Comme ces incohérences posaient des problèmes à la version officielle, et alors que l'armée gardait le silence, des photos des débris censés avoir été trouvés sur la pelouse et à l'intérieur du Pentagone sont apparues dans les journaux et sur Internet.
Bon, d'accord, pas de vaporisation. Et comme ça, ils ont avancé une nouvelle théorie qui explique que pour que l'avion rentre dans ce trou de 5 mètres, il aurait à un moment donné replié ses ailes comme le fait une libellule, tout ça rentrant dans le trou, et regardez-moi ça! Le réacteur et d'autres morceaux sont là-dedans. Une de mes fonctions à l'armée, c'était responsable de l'interprétation des images, afin d'en obtenir des renseignements scientifiques et techniques pendant la guerre froide. Je mesurais des équipements militaires soviétiques à partir de photos. C'était mon travail. Je vois le trou dans le Pentagone, et je vois la taille d'un avion censé avoir heurté le Pentagone. L'avion ne rentre pas dans ce trou-là. Alors, qu'est-ce qui a bien pu heurter le Pentagone? Qu'est-ce que c'était? Où est-il? Le général Arnold, le matin même, tout de suite après l'impact présumé, a ordonné à l'un de ses pilotes de chasse de survoler le Pentagone pour observer ce qu'il voyait et de lui transmettre directement son rapport. À cette époque, le général Arnold était commandant de l'aviation au NORAD, le commandement de la défense aérienne nord-américaine qui protège les USA et le Canada. Le pilote, dans son rapport, lui a dit qu'il n'y avait pas de preuve, zéro preuve, de l'impact d'un avion contre le Pentagone. Comme le Pentagone était en possession de 86 enregistrements vidéo différents et complets, pourquoi alors ne les ont-ils pas montrés aux gens qui avaient des doutes? Le FBI, immédiatement sur place, a pris les bandes des caméras de surveillance. Et ils ont confisqué 86 vidéos, notamment du Pentagone, du parking, de la station-service en face, de l'hôtel à proximité et des immeubles voisins dont les caméras visaient le site. Les autorités militaires ont longtemps refusé de montrer des images de l'impact du vol 77. Mais en 2006, le ministère de la Défense a dû céder aux demandes d'information, révélant ainsi 4 vidéos. Les images de la station et de l'hôtel Sheraton ne servent à rien. Elles ne cadrent pas la scène ou en sont trop éloignées. Mais les 2 vidéos du parking ont été proposées au monde comme la preuve irréfutable de l'impact du vol 77 contre le Pentagone. Elles sont quasiment identiques. Les réacteurs de ces avions n'émettent pas de fumée blanche, comme on en voit à l'arrière de l'engin sur les images. Franchement, sur ces images, on ne peut pas voir ce que c'était, mais on peut dire ce que ce n'était pas. Car la taille ne correspond pas, si on la comparait à celle d'un 757-200, ce serait beaucoup plus grand que ce qu'on voit sur les photos. Avec la meilleure volonté, parvenez-vous à voir un avion ici? Le Pentagone a dit que l'avion n'est pas visible, car malheureusement, il est passé entre une image et une autre, une image passée. Mais cet avion, où a-t-il terminé? Comme l'atteste l'agent du FBI Jacqueline Maguire, une seule caméra a filmé la scène et a fourni les images que l'on vient de voir. L'histoire de la trajectoire de l'avion est très paradoxale.
On n'arrive pas à comprendre comment, pour descendre jusqu'au niveau du mur du Pentagone, il a pu virer de 270 degrés alors que sa vitesse était de l'ordre de 800 km/h. C'est vraiment une manœuvre très difficile. Et je vous affirme qu'un pilote expérimenté, avec des milliers d'heures de vol, aurait probablement besoin de 10 à 20 essais. Un pilote vraiment doué, probablement 10 ou 20 fois, avant d'être capable de réussir cette manœuvre. Un 757 n'est pas conçu pour faire ça. Un 757 est conçu pour être un paquebot de croisière volant. Ce n'est pas acrobatique. On ne fait pas ça avec un avion de cette taille. Quand les contrôleurs aériens à l'aéroport de Dulce l'ont vu virer sur le radar, ils ont cru voir un chasseur. Car il n'y a que les chasseurs militaires qui peuvent faire ça. On peut les piloter à distance. Ils ont d'autres capacités. Ils sont vraiment conçus pour pouvoir faire ce genre d'acrobatie. Parmi les absurdités les plus absurdes, il y a aussi l'altitude de l'avion lors de son arrivée. Il aurait suivi les variations du terrain à 6 mètres du sol, pendant 1 kilomètre, tout en sautant une colline. Puis, il a traversé une route, arrivant finalement face au bâtiment sans faire d'autres virages, car il n'y avait plus d'espace. Selon leur histoire, la vitesse du vol 77 était de 850 km/h. Et vous ne pouvez pas aller aussi vite pour une trajectoire plane aussi basse. À haute altitude, c'est possible, vous pouvez aller aussi vite, mais pas si près du sol. L'air est trop dense. I challenge any pilot anywhere. Give him a Boeing 757, tell him to do 400 knots 20 feet above the ground for half a mile. Can't do. It's aerodynamically impossible. Alors leur explication du crash au Pentagone, ça n'a aucun sens. Une fois identifié, le pilote Annie Anjour et même son instructeur de vol, cet instructeur a déclaré que son élève n'était même pas capable de piloter un avion monomoteur. Ces gars n'avaient pas d'expérience, même si l'avion en avait été capable. L'homme ne savait pas du tout piloter. Il est impossible de passer d'un Cessna 172 à un avion de ligne qu'on n'a jamais piloté avant. J'apprends à découper la dinde à Noël et le lendemain je fais une grève du cœur. Mais admettons que ce pilote incompétent ait déjà eu la possibilité de piloter un Boeing 757. Reste à comprendre comment ce pilote a pu violer l'espace aérien le plus protégé du monde. Aucun avion inconnu ne s'approche du Pentagone ou de la Maison Blanche. Ça n'arrive jamais. À Washington, nous avons une des zones aériennes les plus restreintes du monde, la zone P-56. Elle a ses propres systèmes de radar et de réponse militaire. P-56, c'est l'espace aérien restreint autour du Pentagone et de la Maison Blanche. C'est une zone très sensible qu'aucun avion inconnu
n'est supposé traverser. Une zone d'identification pour la défense aérienne s'étend dans un rayon de 80 km autour de Washington. Ensuite, une zone protégée de 27 km de rayon entoure le Washington Monument. Et une zone intérieure protégée de 5 km de rayon entoure le Capitole. En gros, cet espace est inviolable. C'est obligé à cause de l'importance des bâtiments. C'est comme un no man's land aérien, car personne n'y entre. Personne. Ils ont des F-16 et F-18 à la base d'Andrews, à 15 km de Washington. Ils ont aussi la branche aérienne de la garde nationale, basée sur la côte, qui peut aussi envoyer des chasseurs très rapidement. Toutes les deux sont opérationnelles. Aucune ne répond avant que le Pentagone soit frappé. En plus, le Pentagone possède son propre système de défense. Si un avion, quel qu'il soit, s'approchait du Pentagone, alors pourquoi les batteries anti-aériennes n'ont pas tiré pour protéger le bâtiment? Après tout, c'est le bâtiment le plus protégé au monde. Cet avion devait être un avion militaire, parce que seuls ces avions-là émettent le signal d'identification ami ou ennemi, appelé système IFF. Et seul un avion militaire serait autorisé à s'approcher. Le radar de la défense militaire reconnaît deux systèmes de radar. Il s'agit des transpondeurs de l'aviation civile et de l'aviation militaire. Le transpondeur militaire s'appelle IFF. Les avions civils ne sont pas équipés de transpondeurs IFF. Ils n'en ont pas le droit. Bon, si un avion 757 d'American Airlines était près du Pentagone, par exemple, s'il avait éteint son transpondeur, il n'avait pas de transpondeur militaire IFF. C'était donc une cible. Une cible, dès son entrée dans cet espace-là. Il aurait dû être abattu. Ce que je vous décris, c'est le non-respect des procédures de base commis le même jour par la FAA, le NORAD, le P-56 et le Pentagone au milieu d'une attaque terroriste connue depuis 9h05. Ça n'a pas de sens. Personne n'y entre. Après tout, c'est le bâtiment le plus protégé du monde. Ça n'a aucun sens. Le Pentagone symbolise notre puissance militaire dans le monde. Elles l'ont attaqué. Et à ce jour, on ignore toujours s'ils ont utilisé un avion ou un missile. Notre gouvernement ne nous le dira jamais. Il faudra juste attendre que les Français nous l'expliquent. Personne, à aucun moment dans cette enquête, n'a pu dire avec certitude que c'était le vol 77 d'American Airlines. Ils supposent, ils présument, ils disent « voilà ce que l'on croit que c'est ». La contrôleuse, Danielle O'Brien, qui a vu sur son écran le bip inconnu, arrivant de l'ouest à grande vitesse, ne pouvait pas l'identifier. Elle n'avait que les données primaires, car le radar secondaire, le transpondeur, était coupé. Pour pouvoir identifier une cible primaire sur le radar, le contrôleur et le pilote doivent pouvoir communiquer entre eux. Le pilote doit communiquer sa position géographique spécifique. Ou bien il faut lui demander d'exécuter une série de manœuvres, et là, le contrôleur verra les cibles primaires à l'écran et pourra dire « Voici un avion, une cible qui a suivi mes instructions. Je peux identifier l'avion. » Ça n'a pas eu lieu. C'est énorme. Si le vol 77 était effectivement sorti du radar pendant 36 minutes, comme indiqué dans son témoignage, alors l'avion ne volait plus. Ou bien il était trop bas pour être repéré par le radar. C'est l'un ou l'autre. Alors l'avion s'était-il posé quelque part ? Dans ce cas-là, c'est normal qu'on l'ait perdu pendant 36 minutes. Mais en dehors de ça, il y a très peu d'explications.
À la lumière de tout ce que nous avons vu et entendu, il semblerait que la version officielle ne soit pas entièrement adéquate. Nous voulons que les faits nous soient expliqués et surtout qu'ils soient correctement analysés. Nous voudrions que quelqu'un nous explique enfin la vérité. Les États-Unis dépensent chaque année 892 milliards de dollars pour défendre leurs citoyens et leur territoire. C'est le pays le mieux protégé du monde, selon le président Bush. Pourtant, le 11 septembre, le cœur de l'Amérique a été attaqué depuis le ciel. 3000 Américains sans défense ont été tués dans leur propre ville. Si j'avais siégé à cette commission qui étudiait le 11 septembre, l'unique question que j'aurais posée, à laquelle le NORAD n'a jamais voulu répondre clairement, était pourquoi les chasseurs n'ont-ils pas décollé automatiquement dès les premiers détournements? Chaque fois qu'un avion de ligne dévie de sa trajectoire, ou perd la communication radio, ou perd le signal transpondeur, chaque fois qu'une de ces trois choses arrive, l'avion est censé être intercepté. Le 11 septembre, ces trois conditions étaient réunies. Et pourtant, il n'y a pas eu d'interception. Ces avions ont circulé entre 20 et 90 minutes, sans jamais être interceptés. Nous sommes en contact direct avec nos collègues de la défense aérienne, reliés en permanence par cet appareil, à écran tactile. On a juste à appuyer ici, sur une touche, pour envoyer l'appel, et dans ce cas, l'opérateur à la défense répond directement. Il répond en 2 ou 3 secondes, et on peut ainsi échanger des informations. Alors pourquoi n'a-t-on pas intercepté et abattu les 4 avions détournés? Les avions militaires volent beaucoup plus vite que les avions de ligne. Cela aurait été facile de les attraper avant les impacts. Cet avion atteint une vitesse maximale de Mach 2,05. Ça veut dire qu'il vole 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il vole donc à environ 2400 km/h. Au nord-est des États-Unis, il y a 16 bases aériennes militaires. Alors pourquoi les Boeing n'ont-ils pas été interceptés? Selon la version officielle, la défense aérienne n'a pas été prévenue à temps par les contrôleurs de l'aviation civile. Un des plus grands mensonges accuse les contrôleurs d'incompétence. Quand nous perdons un avion, nous agissons. On ne reste pas là à traîner. Non. On suit la procédure. Quand les contrôleurs ont vu le vol 11 dévier de sa route, perdre son transpondeur et tout le reste, ils n'ont pas tous foncé à la machine à café. En 2001 jusqu'en septembre, il y a eu 67 cas d'urgence aérienne. Pour envoyer un chasseur, il faut entre 6 et 10 minutes. Ils l'ont fait 67 fois cette année-là, lors des alertes. Mais on n'a eu aucun cas où l'on a ignoré une urgence aussi longtemps que le 11 septembre. Plus tard, beaucoup de gens disaient que le président devait donner son autorisation pour abattre un avion. Ce n'est pas vrai. Un pilote de chasse en a la responsabilité et l'autorité. Il est habilité à prendre la décision d'abattre un avion s'il juge que la situation le nécessite. Ce serait le cas ici. Vous n'avez pas besoin d'attendre un ordre militaire. Vous n'avez en aucun cas besoin d'attendre un ordre. Ce n'est pas une option, c'est la loi. Ça fait partie du travail d'un pilote de chasse. C'est ce que vous avez à faire, à moins que l'on vous ordonne de rester au sol. Avant 1970, il y avait une seule façon d'envoyer les avions de chasse, et c'était immédiatement.
Ensuite, dans les années 70, on a eu des détournements d'avions dans notre espace aérien, et là, la réponse n'était pas très rapide. On ne voulait pas que les pirates de l'air sachent qu'on était là derrière eux. Donc on y allait plutôt lentement, de façon furtive. On a donc instauré un deuxième protocole. Le protocole détournement était lent parce qu'il fallait l'accord du Pentagone avant de faire décoller les chasseurs. Ces deux protocoles étaient en vigueur jusqu'au 1er juin 2001, 3 mois avant le 11 septembre. En juin 2001, Rumsfeld, le Pentagone et l'armée ont changé les procédures. Au lieu d'avoir deux protocoles, rapides et lents, ils sont passés à un seul, lent. Si on avait réagi immédiatement face à ces cas d'urgence aérienne, les chasseurs auraient été en route et ces avions-là n'auraient jamais atteint leur cible. Mais quand les contrôleurs ont essayé d'alerter l'armée, car il n'y avait qu'un protocole à suivre, demandez au Pentagone. Et devinez qui n'a pas répondu au téléphone? Le Pentagone. On peut faire une analogie pour qu'on comprenne bien ce qu'a fait Rumsfeld. À la caserne, les pompiers reçoivent un appel. Mais avant de pouvoir partir avec leur camion, il faut appeler le maire de la ville pour qu'il autorise la sortie du camion. Et que se passe-t-il s'il fait la grasse matinée et ne répond pas au téléphone? Regardons bien ces images, filmées juste après l'attaque du Pentagone. L'un des hommes qui aide à l'évacuation d'un blessé est le ministre de la Défense Donald Rumsfeld. Mais n'est-il pas en charge de la défense des États-Unis? Alors que le pays est attaqué, pourquoi n'est-il pas à son poste de commandement? Le téléphone sonnait au Pentagone. On cherchait à joindre l'armée et les militaires étaient là à se dire « Ne décrochez pas, non, ne décrochez pas, c'est pas la peine ». Vous le prendriez comment si les pompiers vous disaient « Désolé, on ne peut pas venir vous sauver la vie ». Le maire a dit non. Et le 12 septembre, ils ont encore changé les protocoles. Retour au premier, le rapide, qui est en vigueur actuellement. Voici comment le Pentagone de Rumsfeld a géré cette affaire. Ils sont passés d'un protocole à l'autre. Au lieu d'avoir un rapide et un lent, ils ont pris lent. Et le 12 septembre, oh ça marche mal, reprenons le rapide. Lorsque les États-Unis ont subi l'attaque surprise à Pearl Harbor, 8 enquêtes ont abouti à inculper et à limoger pour négligence le général Walter Short, commandant de la défense à Hawaï, et l'amiral Ashburn Kimmel, commandant en chef de la flotte du Pacifique. Par contre, après la catastrophe du 11 septembre, personne, ni Rumsfeld, ni les chefs de l'aviation civile et de la défense aérienne, personne n'a été puni ou limogé. Général de brigade Montague Winfield. Il a demandé le 10 septembre au capitaine Charles Leidig de le remplacer provisoirement à son poste de directeur des opérations du centre de contrôle du Pentagone à partir de 8h30 le matin suivant. Leidig venait juste de recevoir l'habilitation pour diriger ce centre. Le 11 septembre, Winfield a repris son poste après le crash du vol 93. Capitaine Charles Leidig. Il a pris le poste de Winfield comme directeur des opérations du LMCC au Pentagone le matin du 11 septembre. Général de brigade David F. Worley Jr. Il dirigeait la base aérienne d'Andrew à proximité du Pentagone le 11 septembre. Richard B. Myers, vice-président de l'état-major des armées.
En l'absence du président de l'état-major Hugo Shelton, il était ce jour-là le chef de toutes les forces armées. Le 14 septembre, après seulement 3 jours d'investigation, le FBI déclare qu'il sait tout sur les pirates de l'air. We have, in the last 24 hours, taken the manifests and used those as an evidentiary base, and have talked to many of the families of the victims, and have successfully, I believe, identified many of the hijackers on each of the 4 flights that went down. Prenons le cas du crash de Lockerbie. Il a fallu 2 ans avant de pouvoir inculper quelqu'un. 2 ans. Ici, en 3 jours, le FBI a fourni les noms des responsables sans avancer la moindre preuve de leur présence à bord de ces avions. Le 12 septembre, le ministre de la Justice américain, John Ashcroft, déclare au monde entier que le passeport de l'un des pirates a été retrouvé près des débris de Ground Zero. Ils nous disent que tout ce qui se trouvait à l'intérieur des tours a brûlé ou bien a été pulvérisé. L'acier a été liquéfié, mais le papier a survécu. Mais qui étaient-ils réellement, ces pirates de l'air? La version officielle dit que 15 des 19 pirates étaient originaires d'Arabie Saoudite, qu'ils se sont formés en Afghanistan et qu'ils étaient des fondamentalistes musulmans, des musulmans fanatiques. Al-Qaïda est censé être un réseau salafiste. Le salafisme est un courant extrêmement puritain de l'islam, qui demande de suivre à la lettre les préceptes du prophète Mahomet. Ces gens étaient-ils des fondamentalistes islamiques? Les preuves indiquent que non. Mohamed Atta n'était pas un fondamentaliste. Ils buvaient tout le temps, du vin, de la bière, des alcools forts, tout le temps. Et ils avaient des quantités énormes de cocaïne. Mohamed et toutes les personnes qu'il fréquentait, ils étaient tous sous ou défoncés, l'esprit déjanté. Les dossiers d'identité fournis par le FBI sont vraiment très étranges. Chaque dossier correspond à plusieurs personnes différentes, avec des attitudes différentes, des biographies différentes. Ils sont dans des lieux différents, parfois simultanément. Quand on parle de Mohamed Atta, de quel Mohamed Atta? Est-ce celui qui, à Hambourg, travaille avec les renseignements allemands, ce Mohamed Atta-là? Est-ce le Mohamed Atta qui apparaît à Venise, en Floride, qui est un haut lieu de l'Agence nationale de sécurité, celui qui prend des cours dans une petite école de pilotage pour apprendre à piloter des petits monos et bimoteurs, des Cessna, et dont le colocataire est Charlie Voss, un ancien pilote de la CIA qui livrait des armes au Nicaragua et repartait avec de la cocaïne. Ce Mohamed Atta-là, est-ce le Mohamed Atta qui a parlé à son père le 12 septembre, selon un article de Newsweek qui a interviewé son père au Caire? C'est celui-là? Est-ce le Mohamed Atta qui va au Shukrum Bar à Hollywood, en Floride, qui se drogue à la cocaïne, se saoule à la vodka, et qui, quand on lui demande de régler sa note, répond « Je bosse pour une compagnie aérienne américaine. Tu penses que je ne peux pas payer ?» Puis il dit « Je nique Dieu. »
Ce n'est pas le comportement d'un fanatique islamique qui est sur le point de mourir en martyr. Selon la version officielle, alors que Hatta vivait encore à Hambourg en Allemagne, avant de déménager aux États-Unis, en fait, son homonyme américain rend visite à un département du ministère de l'Agriculture et demande à une fonctionnaire un prêt de 650 000 $ pour affréter un petit avion et l'équiper d'une grande citerne remplie de produits chimiques. Comme elle refuse de lui accorder ce prêt, il menace alors de lui trancher la gorge. Puis, il lui dit qu'il est pilote chez American Airlines. Il jette sur le bureau des billets de banque et demande des informations sur le système de sécurité des tours jumelles. Il essaye même d'acheter l'affiche du Pentagone qui se trouve sur le mur du bureau. Puis enfin, il s'en va. Est-ce le comportement d'un membre d'une cellule dormante ou plutôt celui de quelqu'un qui veut qu'on se souvienne de lui? Selon la version officielle, Al-Omari et Hatta quittent la Floride et se dirigent vers Boston. Boston parce que c'est de là que les deux avions détournés partiront. Mais arrivée à Boston, la voiture ne s'arrête pas. Elle continue jusqu'au Maine, 300 km plus au nord. C'est l'après-midi du 10 septembre. Le lendemain, ces deux-là vivront le jour le plus important de leur vie. Une journée qui n'admettra pas d'erreur. Et que font-ils? Un tour à Portland. Ils y passent la nuit et se font remarquer en faisant la fête. Ils paient avec des cartes bancaires à leur nom. Ils font tout pour laisser des traces de leur passage. Le lendemain matin, ils quittent le Maine et ils prennent l'avion pour Boston à 6 heures du matin. L'avion à détourner décolle seulement 30 minutes après leur atterrissage. Une durée ridicule qui risque de mettre en péril toute l'opération. L'instant de ce départ de Portland pour Boston est très important, à la fois pour l'enquête et pour l'opinion publique. C'est là qu'une caméra de l'aéroport enregistre une vidéo qui va nous montrer les visages de Hatta et de Al-Omari. Cette vidéo a été diffusée des centaines de fois à la télé. Cette célèbre vidéo est censée prouver que les deux terroristes sont montés à bord de l'avion qu'ils allaient détourner. Faux. Cette vidéo montre les deux hommes lors de leur embarquement à Portland. Rien n'atteste la présence de ces pirates. Le FBI le dit tout simplement sans preuve. Il est impossible de prouver que tous ces boucs émissaires étaient à bord des avions. Il n'y a aucune preuve. Le 16 septembre, le pirate du vol 11, Abdelaziz Al-Omari, se présente au consulat américain à Jeddah pour protester. Al-Omari, pilote chez Saudi Airlines, reçoit des excuses officielles de la part des autorités américaines à Riyad. Le 22 septembre, Walid al-Shehri déclare aussi qu'il est vivant. Lui aussi est censé avoir été à bord du vol 11. Chez lui, à Casablanca, au Maroc, l'impertinent al-Shehri clame son innocence. Le lendemain, le 23 septembre, le Daily Telegraph publie les protestations de Saïd al-Hamdi et Ahmed al-Nami, tous deux bien portants et pilotes de ligne en Arabie Saoudite. Le 27 septembre,
CBS retrouve Salem al-Hazmi. Selon le FBI, il est mort dans le crash au Pentagone. Mais curieusement, il s'obstine à mener une vie en Arabie Saoudite, où il travaille dans une usine pétrochimique. Peut-être pensez-vous que les noms de Al-Omari, Al-Shehri, Al-Hamdi, Al-Nami et Al-Hazmi ont été effacés de la liste des pirates avec 1000 excuses. Eh bien non. 6 ans après, ces 19 personnes restent les seuls coupables des attentats. Si l'on n'identifie pas les coupables, l'enquête est bancale. Poser cette question n'a rien à voir avec la théorie du complot. Ça souligne en fait le côté ridicule de cette enquête criminelle, car ils ne savent pas du tout qui est derrière ces attentats. La question de base dans une enquête criminelle est qui l'a fait? Ils ont cette organisation du mal, et le chef de cette organisation, Ben Laden. Ils ont ce réseau secret dans les grottes afghanes. On dirait le scénario d'un film de James Bond. La première vidéo de Ben Laden, qui a été divulguée et utilisée par les médias pour suggérer un aveu de sa part, cette vidéo est très problématique. On l'a analysé et constaté qu'il s'agissait d'une fraude pour de nombreuses raisons. Pour prendre un exemple basique, Oussama Ben Laden porte une bague en or. La loi islamique proscrit aux hommes de porter de l'or. Pourquoi le chef d'un mouvement militant salafiste porte-t-il une bague en or? Ça n'a pas de sens. La vidéo en question qui a été trouvée en Afghanistan dans des circonstances très suspectes, soi-disant dans une maison abandonnée par Al-Qaïda, est remise en cause pour plusieurs raisons. Par exemple, une télé allemande a fourni une traduction complètement différente de celle des enquêteurs américains. Ils ne revendiquent pas leur rôle dans les attentats du 11 septembre. Ils parlent tout simplement de ce qui s'est passé le 11 septembre. De nombreuses autres vidéos de Ben Laden sont faites en réalité avec une personne que l'on voit parler et une bande-son qui ne correspond pas, ou bien qui correspond très peu à ce qu'on lit sur les lèvres. Il m'arrive souvent que les gens me demandent « Mais comment pouvez-vous contester la version officielle alors que Ben Laden lui-même a dit plus d'une fois à la télé « C'était moi ». Eh bien, je vais vous raconter un petit épisode. Je dis que je dois vous le raconter parce que nous avons les images, mais nous ne pouvons pas vous les montrer, car les auteurs de ces images nous l'ont interdit. En qualité de membre de la Commission Sécurité et Défense au Parlement européen, j'ai été invité l'été 2005 à une présentation d'un document PowerPoint organisé par le Centre d'études stratégiques de Washington. Il s'agissait de voir ce qui se passerait en Europe si Bruxelles était victime d'un attentat nucléaire. 50 000 morts, 100 000 blessés, le nuage qui se répand, la réaction des capitales occidentales. Et tout d'un coup, pendant la présentation, sur l'écran, apparaît Oussama Ben Laden, qui revendique l'attentat nucléaire contre le siège de l'OTAN à Bruxelles. Je dois dire que tous les députés, moi compris, ont été stupéfaits. Des experts américains du Centre des études stratégiques de Washington étaient là. Puis un député a pris la parole et leur a dit « Vous venez de nous faire aujourd'hui la démonstration explicite que l'image d'Oussama Ben Laden peut être manipulée à volonté. »
Il se peut que tous les Oussama Ben Laden vus pendant ces années n'aient jamais existé, tout comme il n'y a jamais eu d'attaque nucléaire contre le siège de l'OTAN à Bruxelles. Du reste, on n'a pas besoin de ces images censurées, on peut s'en passer. Mais regardez bien celle-ci. Voici Ben Laden le 7 septembre 2007. Comparez-le avec ceux qu'on a vus par le passé. Croyez-vous qu'il rajeunisse avec le temps? Est-ce normal que sa barbe soit plus noire maintenant? Est-ce possible que son nez se rallonge? Même un enfant sait que ce sont deux hommes différents. Mais on nous dit toujours que c'est la même personne. Et cette histoire dure depuis plus de 6 ans. Ben Laden a-t-il orchestré les attentats du 11 septembre? Et si c'est lui, il l'a fait seul ou avec quelqu'un d'autre? Maintenant, il faut qu'on parle d'Al-Qaïda. Al-Qaïda a été créé par Ben Laden en 1989, à la fin de la guerre entre l'Union soviétique et les guerriers islamiques en Afghanistan. Après la guerre, et non pour la guerre. Mais alors, contre qui devaient servir tous ces volontaires islamiques? Que voulait dire Al-Qaïda à cette époque-là? C'est très intéressant. Robin Cook, ancien ministre des Affaires étrangères britannique, a confirmé dans le Guardian qu'Al-Qaïda était un terme inventé par la CIA. Inventé pour désigner une base de données des Moudjahidines recrutés et formés par la CIA. Et il a raison. En arabe, pour dire base de données, on ajoute juste ce mot, Al-Qaïda Malouma. Al-Qaïda veut dire la base et Malouma veut dire les données. Ensemble, ça fait base de données. Al-Qaïda est factice. Al-Qaïda n'est pas une organisation, c'est juste une étiquette. Il n'y a pas d'organisation Al-Qaïda. C'est une liste de participants à la guerre d'Afghanistan dans les années 80. Al-Qaïda n'est rien. C'est seulement un fantoche créé par les propagandistes occidentaux pour montrer le grand mal au public. J'étais chef de la section visa au consulat américain à Jeddah de septembre 87 à mars 89. Au final, une partie de mon travail concernait, appelons-le, le programme Visa pour terroristes. Se présentaient alors au consulat des gens recrutés par la CIA et son agent Oussama Ben Laden, et qui allaient aux USA pour suivre des formations terroristes ou pour être récompensés ou débriefés sur leur activité en Afghanistan. J'ai pensé qu'ils apprenaient à faire des ravages et à renverser des gouvernements. Après la guerre froide, on a multiplié les relations avec Al-Qaïda. Al-Qaïda a été contrôlé de diverses manières, directement et indirectement. Al-Qaïda a été utilisé systématiquement dans de nombreux conflits. Par exemple, de 1992 à 1995, nous avons le conflit en Bosnie. Je pense que le gouvernement US travaillait avec des organisations musulmanes arabes, que ce soit Al-Qaïda ou des gens qui sont devenus Al-Qaïda, dans le but de les former, les armer et de les envoyer dans les Balkans pour sortir Milosevic et ses alliés. Cette politique est restée en place dans les Balkans jusqu'en 2001 et au-delà. Les services secrets américains qui ne faisaient que livrer des armes pendant la guerre, après la guerre, ont alors embauché les Moudjahidines sans emploi.
C'est un fait confirmé par de nombreux témoignages de Moudjahidines recueillis par des tribunaux allemands. Ils ont été embauchés par des sous-traitants du Pentagone, notamment par la société privée MPRI, compagnie professionnelle de ressources militaires. MPRI est une société privée, mais en fait elle fonctionne comme une sorte d'arme secrète de l'armée US. Ils emploient plus de généraux 4 étoiles sous contrat que le Pentagone lui-même. Si le Pentagone a un sale boulot à faire et doute de pouvoir obtenir les fonds et l'accord du Congrès, il confie ce travail à cette société privée. Au début de l'été 1999, MPRI a installé ses Moudjahidines en Bosnie, dans les Balkans, notamment au Kosovo pour soutenir leur armée terroriste, l'UCK. Ils ont été embauchés et payés tous les mois. Beaucoup de Moudjahidines utilisés en Bosnie ont joué un rôle dans les grandes attaques terroristes des 5 dernières années. Si on regarde le 11 septembre, 5 des 7 Arabes impliqués dans l'opération sont des anciens Moudjahidines employés en Bosnie. 5 sur 7. Personne n'en parle. Comme le savent tous ceux qui ont déjà demandé un visa pour entrer aux États-Unis, il faut fournir des informations extrêmement détaillées. Un haut fonctionnaire du consulat américain à Jeddah, Michael Springman, a démissionné, dénonçant le fait que beaucoup d'agents secrets de la CIA travaillaient dans son service et délivraient trop facilement un grand nombre de visas à des gens très suspects. Un de mes bons contacts, extérieur au consulat, un homme d'affaires, m'a dit que si je disais un mot aux inspecteurs du département d'État qui enquêtaient sur ce qui se passait au consulat, je serai licencié sur le champ. Eh bien, ce bureau de Jeddah a délivré la plupart des 15 visas utilisés par les pirates pour entrer aux États-Unis. Aucun de ces 15 formulaires n'était conforme. Dans Destination, on trouve Hôtel, New York ou Californie, ou bien tout simplement non. C'était donc une pratique courante pour faire entrer les terroristes d'Al-Qaïda aux États-Unis. Ils les faisaient entrer pour les former, et c'était comme ça des années durant. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les terroristes du 11 septembre. 6 des terroristes, dont Mohamed Atta, ont été formés sur des bases américaines. Atta a été formé à l'académie pour officiers de la base de Maxwell. La base aérienne de Maxwell, en Alabama. La base aérienne de Brooks, au Texas. Leur adresse de contact, la base navale de Pensacola, en Floride. L'Institut linguistique du service de renseignement de la défense à Monterey, en Californie. Partout, ces gens sont encadrés par des services secrets. Alors les principaux pirates se sont formés et ont combattu dans l'ex-Yougoslavie en tant que salariés à la solde d'une société de mercenaires utilisée par le Pentagone. La CIA, autre complice, leur a fourni des visas pour entrer aux États-Unis. Une fois sur le sol américain, ils ont tout fait pour se faire remarquer, en profitant de leur impunité. Ils ont eu des formations sur des bases militaires américaines et ils ont suivi des cours de pilotage sans pour autant apprendre à voler. Tous les témoignages concernant ces cours de vol indiquent qu'ils étaient incapables de piloter même un petit avion léger. Par exemple, Mohamed Atta a loué un petit avion à une école de vol, mais il n'a même pas réussi à le faire décoller. Il l'a planté là, sur la piste, et s'en est allé.
Pour les deux autres pilotes, leur instructeur Rick Gaza a déclaré aux enquêteurs et à la presse qu'il ne comprenait pas comment ces deux-là avaient pu manœuvrer un avion car selon son expression, ils étaient comme deux parfaits idiots. Deux agents du FBI, Colin Rowley à Minneapolis dans le Minnesota et un autre à Phoenix dans l'Arizona, ont envoyé des messages au quartier général du FBI pour leur dire, grosso modo, « Attention, nous avons noté que de nombreux Arabes sont en train de s'inscrire dans des écoles de pilotage. » La première personne d'une école de pilotage qui contactait le FBI prenait un grand risque, car à ce moment, elle dénonçait un client qui paye. Et ces écoles de pilotage dépendaient en quelque sorte des pilotes étrangers. Malgré cela, elle dénonce un client. Cette personne est très suspecte. Une longue liste d'indices indiquait que Moussaoui était un terroriste. Il voulait apprendre à décoller, mais pas à atterrir. Je n'ai jamais vu de ma vie une personne aussi étrange voulant apprendre à voler. Colin Rowley a de suite prévenu ses chefs à Washington. Mais il ne s'est rien passé. Les enquêtes ont été bloquées. No warning signs that I'm aware of that would indicate this type of operation in the country. En mai 2002, j'ai rédigé un document de 12 ou 13 pages, un rapport destiné à la commission d'enquête du Congrès et du Sénat. Et en fait, j'ai démontré qu'il était faux de prétendre que c'était impossible d'empêcher les attaques du 11 septembre. Pendant l'été 2001, le directeur provisoire du FBI, M. Picard, a tenté de briefer le ministre de la Justice, Ashcroft, sur le terrorisme. Par 2 fois. La première fois, Ashcroft n'était pas très intéressé. En fait, en août 2001, le terrorisme était la dernière de ses priorités. Et Ashcroft a même dit à Picard, « Je ne veux plus entendre parler de terrorisme. » Après le 11 septembre, quand j'ai appris que des avions avaient heurté les tours jumelles et le Pentagone, j'ai dit, mon Dieu! Eh bien, selon le Los Angeles Times, ce sont ces mêmes personnes qui avaient obtenu leur visa au consulat américain à Jeddah. J'ai appelé le FBI et leur ai parlé du programme Visa pour terroristes. J'ai téléphoné, encore et encore. J'ai été baladé d'un service du FBI à l'autre. J'ai enfin eu quelqu'un à Washington qui m'a dit « On vous rappellera ». 6 ans plus tard, j'attends toujours. Nous avons reçu ces cassettes audio. Elles avaient été obtenues de différentes sources 3 mois avant le 11 septembre par un informateur iranien qui travaillait pour le FBI depuis 10 ans, depuis 1991 ou 1992. Donc, en avril 2001, cet informateur a dit au FBI qu'il avait appris en secret qu'Al-Qaïda et Ben Laden préparaient une attaque aux États-Unis qui ciblerait 5 grandes villes, utiliserait des avions et que cette attaque aurait lieu dans les mois à venir. Ils ont pris l'information, ils l'ont jugée importante. Ils ont rempli des formulaires et ils ont tout transmis à leurs supérieurs. Mais il ne s'est rien passé.
2 mois plus tard, ils ont revu leur informateur qui leur a demandé « Qu'avez-vous fait de l'information que je vous ai donnée ?» parce qu'elle provient de sources fiables. Ils lui ont dit « On a transmis au supérieur, sauf que rien ne s'est passé. Personne n'a rien fait. » En 96, on a découvert aux Philippines, dans l'ordinateur de Ramzi Youssef, le plan Bojinka. Il s'agissait de détourner des avions pour les exploser sur le Pentagone, la Maison-Blanche, le Capitole, le siège de la CIA et les tours jumelles. Le Pentagone avait mené, en octobre 2000, un exercice avec les pompiers locaux pour simuler un crash d'avion sur le Pentagone et évaluer leur réponse et comment ils feraient face. Ce n'était pas une idée farfelue venue de nulle part. Une des déclarations les plus fréquentes de l'administration Bush était « Ces attentats étaient une attaque surprise ». I don't think anybody could have predicted that they would try to use an airplane as a missile, a hijacked airplane as a missile. And I don't think the prior government that could envision flying airplanes into buildings on such a massive scale. Selon le USA Today, de 1999 à 2001, l'aviation militaire états-unienne, 4 fois par an, menait des exercices où il s'agissait de simuler des détournements d'avions de ligne par des terroristes. Les cibles choisies, les tours jumelles et le Pentagone. I don't think anybody I don't think the prior government that could envision flying airplanes into buildings. could have predicted. I don't think the prior government that could envision flying airplanes into buildings. Le 11 septembre 2002, le New York Times a écrit « Un an après cet événement, le public a eu moins d'informations sur les circonstances qui ont coûté la vie à 2801 personnes en pleine journée au sud de Manhattan que les gens n'en ont eu en 1912, quelques semaines après le naufrage du Titanic. » 5 ans après cet article, ce qui s'est passé ce jour-là reste un mystère. Je suis Bob McIlvaine de Philadelphie en Pennsylvanie. J'ai perdu mon fils Bobby, alors âgé de 26 ans, le 11 septembre 2001. Il venait de commencer un nouveau travail chez Merrill Lynch. Ça me surprend à chaque fois. Ça me passera, mais la seule mention de ce jour-là, et toute la douleur remonte en flèche. À force d'en parler, tu penses que ça deviendra plus facile, mais non. Les résultats de la commission d'enquête du 11 septembre sont extrêmement décevants. Beaucoup de preuves ont été ignorées. Beaucoup de témoins n'ont pas été contactés ou entendus. Le rapport final laisse de côté beaucoup de points cruciaux. Quelques jours avant le 11 septembre, Mohamed Atta a reçu une énorme somme d'argent, environ 100 000 $, qui lui avait été envoyée par un agent secret pakistanais. C'est un scandale car la commission d'enquête du Congrès américain n'a jamais interrogé cette personne. Et ils n'ont jamais cherché à faire la lumière sur cette transaction de 100 000 $. Tous les témoignages passaient à la télé. Tout le pays regardait. Le mien, c'était à huis clos. Pourquoi ils ont fait ça? Je leur ai dit qu'il y avait des explosions, que des gens ont été brûlés avant l'impact de l'avion, que ces gens étaient vivants et disponibles et prêts à témoigner. Quelle surprise de voir le rapport final publié. Il n'y avait aucune mention. Mon nom ne figure nulle part.
Ils n'ont appelé aucun des témoins que j'avais cités, même pas une fois. Vous avez 17 pompiers, 22 survivants, aucun n'a été contacté. Moi, en tant que parent, il faut absolument que je sache qui a assassiné mon fils. La commission ne m'a rien donné. La commission du 11 septembre n'était pas une enquête. Tous les membres de la famille Ben Laden ont été ramassés aux quatre coins des USA et évacués par avion plus vite que la lumière, alors que le Pentagone brûlait encore. Alors on demande à Mueller, qui a autorisé la sortie de ces gens du pays? Quelqu'un au département d'État? Mais qui exactement? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Autre exemple, le général Myers, plus tard dans l'enquête. Une question sur Moussaoui. Vous souvenez-vous avoir reçu des informations sur Moussaoui? La réponse fut « Je ne me souviens pas ». Je ne me souviens pas. Ashcroft, ministre de la Justice. Picard, directeur du FBI pendant l'été, avait témoigné qu'il avait reçu 71 avertissements qu'il se passerait quelque chose pendant l'été. Ashcroft, impassible, a menti. Quel avertissement? On ne s'intéressait pas au terrorisme. No warning signs that I'm aware of. Anybody could have predicted. Ces personnes ont menti et notre gouvernement les a protégés. Il était évident que ces gens qui témoignaient mentaient. Mueller devrait être en prison, Ashcroft en prison, Condoleezza Rice en prison. I don't think anybody could have predicted that they would try to use airplanes in the buildings. Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Ils ont cette organisation du mal, ils ont son chef, Ben Laden. Ils ont ce réseau secret dans des grottes afghanes. Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Give the United States full access to terrorist training camps so we can make sure they are no longer operating. These demands are not open to negotiation or discussion. C'est évident qu'ils ne prendront jamais Ben Laden, parce que dans ce cas, tout le monde penserait que la guerre est finie. It's hard for Americans to imagine how evil the people are who are doing this. Je ne suis pas un conspirationniste. Je suis un père qui cherche l'assassin de son fils. Seul un imbécile croit que 19 Arabes ont fait cela. Même mes chiens ne sont pas dupes. C'est très important. Mettez-vous à ma place et pensez à votre enfant assassiné. Il n'y a jamais eu d'enquête. Que ressentiriez-vous s'il refusait d'enquêter sur le meurtre de votre enfant? Je suis resté chez moi jusqu'à 3 heures du matin. J'arrivais pas à dormir. Je suis reparti là-bas, chercher un pompier, un policier, quelqu'un, même si... Je voulais trouver quelqu'un qui travaille là.
pour me donner un peu de réconfort. J'ai cherché 9 jours d'affilée, à chercher sans trouver de survivants. J'y suis allé pendant 1 an et demi. Si j'étais pas là-bas en train de fouiller, c'est que j'étais aux funérailles de quelqu'un. Ils m'ont pris mes amis, ils m'ont pris mon travail que j'aimais tant. Ils m'ont pris ma santé. Je ne veux pas que les gens oublient ce jour-là. Et cette histoire doit être dite. Le problème avec les Américains, c'est comme un gros iceberg. Nous vivons sur la pointe et craignons la sombre vérité de notre histoire. Et c'est de pire en pire. Voici une vérité vraiment sombre qui fera couler tout l'iceberg. Il remontera, j'espère. Mais nous devons connaître la vérité. Sinon, ce pays ne vaut rien. Toute cette histoire, c'est bidon. Et les gens devraient avoir honte de ne pas rechercher la vérité.